On espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec Lucie pour une nouvelle vidéo qui va parler de la vulgarisation scientifique. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires et à lâcher un pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Mais tout d'abord, revenons sur le thème de vulgarisation scientifique. D'abord, un bref état des lieux de ce que recouvre le concept de vulgarisation. D'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, s'il est absent des dictionnaires jusqu'au XIXe siècle, le mot a originellement deux significations anciennes. Ainsi, au XVIe siècle, il veut dire « faire connaître », comme en témoignent d'ailleurs les illustrations de Lemaire de Belge, tandis qu'à partir du XIXe siècle, 1801 très précisément, il signifie « parler comme le vulgaire, le commun des hommes ». Ainsi, on retrouve dès cette époque l'idée que le processus de vulgarisation doit permettre de diffuser et rendre accessible au grand public certaines connaissances. En l'occurrence, nous nous concentrerons sur la vulgarisation des sciences qui sont parmi les premières à avoir bénéficié de ce processus. La définition même des sciences semble en effet impliquer qu'elles ne soient pas accessibles à tout le monde au premier abord. Dès le XIIe siècle, Philippe de Thon définit en effet que la science comme le savoir, connaissance compréhensive acquise par l'étude et la réflexion. Michel Blais, qui est chercheur au CNRS, définit aujourd'hui la science comme la connaissance claire et certaine de quelque chose fondée soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux ou encore sur l'analyse de sociétés et de faits humains. Ainsi, on distingue trois types de sciences. Le premier, les sciences exactes, comme les maths. Le second, les sciences expérimentales, comme la physique-chimie. Enfin, les sciences humaines, comme l'histoire. Celles-ci se différencient des autres par leur méthode d'investigation, mais le processus de vulgarisation reste le même. C'est pourquoi nous, on va se pencher de manière un peu plus profonde sur la vulgarisation de l'histoire et on va étudier aussi tous les types de sciences. La définition de Michel Blais nous permet de comprendre qu'afin d'atteindre un degré de connaissance clair et certain, celui qu'il évoque, certains individus vont dédier plus de temps qu'aux autres à l'étude des sciences et donc on va voir se distinguer deux catégories de population. C'est pourquoi, même si nous nous pencherons de manière un peu plus approfondie sur l'histoire, nous étudierons tout de même tous les types de sciences. La définition de Michel Blais nous permet également de comprendre qu'afin d'atteindre le degré de connaissance claire et certaine qu'il évoque, certains individus vont dédier plus de temps que d'autres aux sciences et donc en devenir des spécialistes. Face aux sciences, on retrouve donc deux catégories d'individus. Le grand public, qui n'est pas expert, et les scientifiques, qui sont des experts. Ils vont donc créer un contenu particulier de plus en plus technique et le formuler dans un langage qui leur est propre. Comme Bernadette Banceau de Vincent le met en évidence dans son article « Splendeur et décadence de la vulgarisation scientifique », un fossé va donc peu à peu se creuser entre les scientifiques et le grand public. C'est ce fossé qui crée un espace favorable à la vulgarisation scientifique dont le rôle est de traduire le langage savant au public et de l'y intéresser. Il est important de préciser que le processus de vulgarisation scientifique concerne la science reconnue par l'institution universitaire. Ainsi, si une forme de science populaire existe au XIXe siècle, elle vise plus au développement d'une science alternative qu'à la diffusion de la science dite officielle au grand public. La vulgarisation scientifique apparaît donc réellement au XXe siècle, notamment après la Première Guerre mondiale. La science et son langage ne cessant de se complexifier, le rôle de la vulgarisation scientifique devient de plus en plus fondamental au cours du XXe siècle. En effet, désormais, les scientifiques n'ont plus seulement leur propre langage, mais aussi leur propre manière d'appréhender le monde. Ainsi, la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, de 1905, a bouleversé la perception du temps et désormais, l'univers de la physique quantique ne le perçoit plus de manière linéaire et absolue. Ainsi, l'univers de la physique quantique a une perception du temps complètement différente que le commun des mortels. Les physiciens quantiques envisagent donc l'espace-temps d'une manière qui leur est propre. Face à ce fossé de plus en plus important, le rôle du vulgarisateur est donc fondamental.
En parallèle de ces évolutions scientifiques, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle voient l'essor des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela offre de nouveaux supports à la vulgarisation scientifique qui semblent à même de toucher un large public. En effet, Internet a l'avantage de la gratuité. Depuis 2012, le taux de pénétration de celui-ci au sein des ménages français a dépassé 80% et il devient donc de plus en plus facile d'accéder à du contenu culturel en quelques clics. Au milieu de ce nouvel univers que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, YouTube est un média particulièrement intéressant. Cette plateforme n'est en effet pas réservée à l'acquisition de connaissances scientifiques. Elle s'insère donc facilement dans le quotidien de tous les utilisateurs. Comme le souligne Julia Bello dans son article YouTube, professeur d'histoire, le lien qui unit le public et le vulgarisateur est d'une nature complètement différente de celle qui unit le public aux médias traditionnels. Ainsi, de par le vocabulaire utilisé et l'attitude adoptée, le youtubeur se positionne plus en ami qu'en professeur auprès de l'utilisateur. D'ailleurs, le détenteur du savoir n'est plus forcément quelqu'un disposant d'une formation scientifique, mais peut-être tout simplement un passionné. Ce format permet en outre de faire face à l'une des critiques que l'on peut traditionnellement opposer à la vulgarisation scientifique, à savoir qu'il s'agit d'une diffusion de savoir à sens unique qui va finalement venir légitimer l'écart entre le chercheur et le public. En effet, les consommateurs de vidéos peuvent réagir, échanger, partager avec son auteur. Il s'agit donc de rendre le public véritable acteur de la science. Le concept même de vulgarisation scientifique est donc totalement revisité et la vulgarisation scientifique via YouTube s'inscrit dans un mouvement plus large d'appropriation des sciences par le public au XXe et XXIe siècle. Ce format, plus interactif, plus moderne, est probablement l'une des clés du succès des vidéos de vulgarisation sur YouTube. YPensée est ainsi l'une des premières chaînes de ce type traitant de sciences exactes. Elles se sont depuis multipliées dans 3 domaines de sciences. C'est donc pour toutes ces raisons que l'étude de la vulgarisation scientifique à travers YouTube est pertinente. Tout au long de cette série de vidéos, nous allons nous demander si YouTube, qui propose une nouvelle forme de diffusion des connaissances scientifiques, permet d'attirer de nouveaux publics vers les sciences et d'amener à la diversification de celui-ci, ou si, au contraire, les chaînes de vulgarisation scientifique sont utilisées par un public restreint.